Bonjour ou bonsoir, amis internautes qui regardent nous tout partout sous la terre. Si vous faites découvrir Chanel là, nous bienvenue sur la plateforme Haïti Mémoire et Société. Il y a un espace côté nous parler de histoire pays nous, histoire d'Haïti, une belle histoire. Et dans l'espace ça tout nous fait analyse sur des faits de société, son façon pour nous capables de réfléchir. J'en ai toujours dit sur la plateforme là, pour nous avancer, nous devons réfléchir. Dans l'émission aujourd'hui, qui c'est le troisième numéro dans une série de 4 émissions que nous consacrons à Dr. Jean Brasmas. Et c'est à partir de une interview que l'été by journaliste Jean-Léopold Dominique que nous préparons 4 séries d'émissions. J'aimerais dire l'IA aujourd'hui, c'est le troisième numéro. Dans le troisième numéro, nous allons voir ensemble comment et classe intellectuelle là à l'étranger te recevoir livre Dr. Jean Brasmas qui relait ainsi par la langue. Livre là te grand succès retentissant en Europe et surtout en Afrique, ça qui t'a fait que Dr. Jean Brasmas te joigne une invitation pour lui venir présenter un séminaire dans le pays Côte d'Ivoire, côté moyen m'a tourné vidéo actuellement, plus spécialement dans la ville Abidjan. Côté il vient présenter un séminaire en baptême, l'action de la religion sur la formation de la personnalité africaine. Donc c'était vraiment un succès. Dans le colloque ou bien séminaire, ça a gagné un paquet de personnalités qui étaient sorties dans différents pays, notamment en Europe, en France, en Belgique et dans certains pays. En Asie aussi. Dans la troisième partie, ça tout, Jean-Dominique t'a posé à Dr. Jean Brasmas quelques questions qui sont très personnelles. Par exemple, dans leur interview à réalisé, Jean Brasmas a 80 années. Il t'a posé une question sur qui secret il gagne pour lui vivre aussi longtemps. Réponse là dans l'émission aujourd'hui. Et dans la fin troisième partie de l'émission, ça, nous allons voir côté Jean-Dominique t'a abordé avec Dr. Jean Brasmas quelques autres livres écrits, par exemple sous Jean-Jacques Dessalines, Anténo Firmin et puis Villebrun Guillaume Sa. Je vais quitter nous avec Jean-Dominique et Dr. Jean Brasmas à la fin de l'émission. Nous en étions aux réactions à l'étranger à l'occasion de la publication de votre livre Ainsi par la langue, docteur. Quelles ont été les réactions à l'étranger? Les réactions ont été magnifiques. J'ai reçu des lettres du professeur Guimbert, de M. Loisy, qui était professeur au Collège de France, dont j'étais l'élève. J'ai reçu également de quelques-unes des plus hautes personnalités, de M. Bruno, entre autres, qui m'ont très vivement félicité d'avoir écrit cette œuvre. Et par ailleurs, en Afrique, ça a eu un retentissement formidable. C'est ainsi que longtemps après avoir écrit Ainsi par la langue, j'ai été sollicité d'aller présider un séminaire sur l'action de la religion sur la formation de la personnalité africaine à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Et là, n'est-ce pas, j'ai eu l'honneur de rencontrer des savants venus de toutes parts, d'Asie, d'Europe, notamment de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'anciens amis comme Herskovitz, par exemple. J'ai eu également l'occasion de voir des personnalités africaines de premier ordre, l'archevêque catholique de Ghana et son vicaire, des pasteurs protestants, des évêques protestants, une foule de religieux, des jésuites, des dominicains, qui tous m'ont fait le plus chaleureux accueil à propos de Ainsi par la langue. De sorte que je peux dire que le livre a été
extrêmement bien accueilli. La preuve, c'est que jusqu'à cet an dernier, je parle de l'année 1961, il y a un livre qui a été écrit par sous la supervision de l'Institut pédagogique africain et malgache et qui s'intitule Le livre unique de français de l'écolier africain, abondamment illustré, où il y a des exemples tirés des plus grands auteurs de la littérature française, Victor Hugo, Chateaubriand, des auteurs classiques tels que Alphonse Daudet et tous les autres du XIXe siècle. Et on m'a fait l'honneur de citer une page d'Ainsi parla l'oncle et qui consacre évidemment l'influence du livre en Afrique. Cette année, vous aurez 89 ans, 88 ans, docteur. C'est un bel âge. Dites-nous, quel est votre secret de longévité? Quel régime suivez-vous pour rester jeune aussi longtemps? À la vérité, je me demande si j'ai suivi exactement un régime diététique, mettons. J'ai été très maladif dans ma prime jeunesse. J'ai été assailli par les vers et j'ai failli mourir à plusieurs reprises. De sorte que depuis très jeune, on m'a assujetti à certaines restrictions au point de vue de la nourriture. Mais alors qu'en 1900, j'ai eu l'occasion de lire un livre de Metchnikov sur un livre. Metchnikov a été un professeur à l'Institut Pasteur et son livre est relatif à la longévité humaine par la diététique. Et Metchnikov a beaucoup vanté le régime des Bulgares qui en général se servent presque quotidiennement du lait caillé qu'ils appellent le yogourt ou le yaourt. Et depuis 1900 que le livre a paru, je me suis mis à ce régime du yaourt. Et je ne m'en suis jamais départi, même à l'étranger. C'est en quelque sorte le point fondamental de mon régime quotidien. Mais je dois dire que je suis plutôt un homme sobre. Je ne suis pas un buveur, je ne bois pas, je ne joue pas. Et même sur l'autre corde de l'activité humaine qui concerne l'amour, eh bien, je suis un homme plutôt sobre de ce côté-là. Évidemment, j'ai eu dans ma vie de brillantes étoiles qui ont constellé ma vie célibataire, mais je me suis abstenu toujours de fréquenter ce que les poètes appellent les étoiles éteintes. Mais est-ce que vous fumez, docteur? Je ne fume pas. Voilà un régime qui sera certainement suivi par tous ceux qui veulent arriver à 90, 92 ans, parce que nous espérons bien, docteur, que vous serez encore avec nous une dizaine d'années. Mais à cet âge, docteur, vous ne travaillez plus. Vous avez pris votre retraite intellectuelle. Non, docteur? Non, non, certainement. Non. Et vous êtes témoin en ce moment-ci que j'ai un manuscrit. J'ai déjà écrit depuis 2 ans quelques 500 pages de ma grosse écriture. J'ai 5 cahiers de 100 pages sur la vie d'un homme considérable. Je parle d'Antenor Firmin. Et je n'ai pas encore fini, je suis arrivé peut-être aux 2 tiers de cette vie et je m'empresse de dire que j'espère
que cette année, si je ne meurs pas avant, n'est-ce pas, j'aurai achevé le livre. Mais il m'arrive le plus souvent de travailler 8 heures d'affilée. Et je n'ai pas de secrétaire. Je suis obligé moi-même de faire mon bouillon, de revoir ce bouillon quelquefois qui est très difficile à comprendre parce que c'est surchargé de ratures, et alors de remettre au propre. Puis, c'est quand j'aurai fini complètement de transcrire peut-être les 600 ou les 700 pages que je remettrai le livre à la dactylographie. Et alors, à ce moment-là, n'est-ce pas, je pourrais peut-être tâcher de le publier. Je me demande si j'y arriverai, parce que tu sais que dans ce pays, éditer un livre est une affaire extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'argent et quelquefois le livre n'est pas vendu. Je ne peux pas me plaindre puisque en réalité j'ai eu quelques-uns de ce qu'on appelle des best-sellers. Par exemple, Ainsi parla l'oncle, qui a eu 2 éditions, mon livre sur la République d'Haïti et la République dominicaine, le livre récent que j'ai fait sur Villebon-Guillaume Sam, qui est complètement épuisé, n'est-ce pas? Mais alors, le marché du livre est très restreint, comme tu sais bien, est très restreint en Haïti, et c'est pour ça que, dès le début, j'ai été un des partisans les plus farouches de la campagne contre l'analphabétisation. Parce que, en réalité, n'est-ce pas, non seulement que c'est une œuvre d'une grande portée sociale et humanitaire, mais puisque c'est mon métier d'écrire, j'espère bien que si le marché du livre était un peu plus étendu, j'y trouverais mon profit. Revenons à vos écrits actuels. Vous nous dites travailler sur un essai sur Anténor Firmin. Alors, allons-y, docteur. Il me semble, non paradoxal, mais disons curieux, ou tout au moins extrêmement intéressant, d'étudier comme un fil conducteur à travers toutes vos œuvres. Reprenons un peu. Vos œuvres historiques, bien sûr. Vous avez d'abord eu un pamphlet sur l'homme de Cormier, sur Dessalines. C'est bien cela, docteur? Oui. Et puis, il y a eu un essai sur Jean-Pierre Boyer-Bazelet. Oui. Récemment, vous parliez d'un livre sur Villebon-Guillaume Sam. Et voici un dernier ouvrage sur Anténor Firmin. Voici 4 figures de l'histoire d'Haïti complètement différentes les unes des autres, n'est-ce pas, l'une de l'autre. Et quel a été l'intérêt de l'historien dans l'étude de ces 4 personnages historiques, très différents l'un de l'autre? À la vérité, j'ai toujours cherché l'homme à travers l'histoire que j'écris. L'homme de Cormier, je peux dire, je m'en flatte beaucoup, est un peu mon compatriote puisque je suis né à la Grande Rivière du Nord, au pied des Cormiers. Et j'ai été faire un pèlerinage à Viecaille, où la tradition veut que Dessalines y naquit. Mais Dessalines est un personnage tellement complexe que son histoire m'a toujours tenté, c'est-à-dire, je veux dire, que sa vie d'homme, en dehors de ses activités militaires, de ses activités comme chef de l'État, mais sa vie d'esclave m'a toujours tenté. Et alors, j'ai cherché parmi les vieux de Cormier si je pouvais trouver quelques-uns d'entre eux qui avaient conservé des souvenirs qui ont été racontés de génération en génération sur Dessalines. J'en ai trouvé sans doute, mais c'était des souvenirs qui ne pouvaient pas être basés sur des faits authentiques, et j'ai été très découragé, d'autant plus que sur Dessalines lui-même, j'ai commis l'erreur d'avoir édité ce qui est devenu le portrait officiel de Dessalines et qui est absolument faux et inauthentique. Non, docteur.
Et pourquoi? Eh ben, Vous récusez en quelque sorte une œuvre du début de votre carrière. Oui, parce que je vais te le dire tout de suite. Il y a 3 ans de cela, mon ami M. Viat a écrit dans une collection de la maison Quillet une monographie sur la République d'Haïti et a publié un Dessalines, le portrait d'un Dessalines qui n'a aucun rapport avec ce que nous connaissons. Je savais très bien que le Dessalines que nous avons à l'heure actuelle, dont la photographie est propagée, la statue qui domine au Champ de Mars, n'a aucun rapport avec la véritable physionomie de Dessalines. Parce que, à la Bibliothèque nationale, on a trouvé des lithographies authentiques de Dessalines, Dessalines empereur et Dessalines, si je veux dire, simple général. Et alors, c'est cela qui est authentique. Malheureusement, nous avons cherché à corroborer tous ces faits. Il y a notamment nos amis Edmond Mangonès et Placide David qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils n'ont rien publié, mais j'ai eu en main tous ces documents et je me suis rendu compte que ce qu'on considère comme le portrait de Dessalines, le buste de Normule Charles, puis la statue qui se trouve au Champ de Mars, n'a aucun rapport avec la véritable physionomie de Dessalines. Et je crois que lorsqu'il s'est agi en 1904 de faire un buste officiel de Dessalines, le vieux nom Alexis s'est adressé à un descendant authentique de Dessalines qui était qui était un marchand qui s'occupait beaucoup de choses funéraires. Il était établi dans la rue des Fontforts. Et alors, on l'a fait poser pour avoir au moins un portrait de famille. Mais c'est celui-là qui a été vulgarisé, et qui n'a rien en réalité du réel de ça. Pourrions-nous trouver cette lithographie, docteur? Je pourrais pas faire une photographie pour la projeter à la télévision. Oui, oui. Ça serait intéressant. Oui, oui. Puis-je trouver une lithographie chez Mangonès? C'est bien, ça Thérèse, on ira. Hein. Oui, chez Mangonès. On va y aller. Oui, oui. Ah oui. Oui, oui, chez Mangonès. Oui, c'est intéressant. Mais moi, j'ai compris, quand vous avez protesté violemment tout à l'heure à propos de votre plaquette sur l'homme de Cormier, je n'ai pas pensé seulement au portrait physique. Je pensais que l'idée que vous faisiez de Dessalines... Ah non. L'idée reste... disons le portrait moral, matériel de Dessalines. L'idée reste vraie. Je dois dire que si je n'ai pas continué à écrire toute la vie de Dessalines, c'est que les documents sont extrêmement rares. D'abord, j'ai écrit à la Bibliothèque nationale pour savoir s'il y avait des documents relatifs à sa vie d'esclave. On m'a répondu qu'il n'y en avait pas. J'ai été moi-même faire des démarches aux archives de France. Je n'ai pas pu trouver de documents. Et alors ça m'a découragé. Je n'ai pas voulu écrire une œuvre romancée. C'est pour ça que je n'ai pas écrit la suite de ce que j'avais commencé. Parce que en réalité, je n'ai parlé que de Cormier. C'était un plaisir pour me présenter notre deuxième partie dans la série de 4 émissions que nous consacrons à Dr. Jean Prasmas sur la plateforme. Une émission que nous faisons à partir d'une interview que Dr. Jean Prasmas te bail journaliste Jean-Léopold Dominique. Côté où tu parlé de un paquet de bagages, tu parlé de influence Dr. Jean Prasmas dans le milieu culturel haïtien ou bien sous des écrivains haïtiens.
li te parlé de parcours li en tant qu'intellectuel qui te poussé li écrit livre ainsi par là l'oncle. Et yo te parlé de un paquet l'autre bagay tout que n'a bien chance pour nous aborder dans 3e à 4e partie de série de 4 émissions ça que nous consacré à Dr. Jean Prasmas à partir de une interview que li te bay journaliste Jean-Léopold Dominique. C'était un plaisir pour me te présenter nos 4e. C'était un plaisir pour me te présenter nos 2e numéro ça. Au revoir, à la prochaine.